Nous allons donc continuer, et ce que nous avons essayé de faire dans ce symposium sur les défis, les tendances et les témoignages, comme vous le voyez, c'est une combinaison d'individus qui ont eu des expériences et scientifiques et organisationnelles. Et nous voulons continuer, donc nous avons vu au niveau international, global, comment Rick Klausner voyait les choses. Nous avons vu ensuite la vision d'Arnold Münnich, un scientifique qui est au plus proche des décisions politiques dans un grand pays. Nous avons vu André Sirota, qui vraiment a été le moteur de cette intégration qui augmente de plus en plus pour faire comprendre justement la relation entre politique de santé, politique de recherche biomédicale, qui doit se réaliser mais aussi se transformer. Et maintenant, c'est mon grand plaisir d'introduire le professeur Joël Ménard, qui, lui, a une expérience médicale riche, parce que son parcours associe et les approches cliniques et les approches fondamentales, et dans des contextes aussi publics, il faut le dire, mais aussi privés, parce qu'il a dirigé la recherche d'un grand laboratoire pharmaceutique. Il a été aussi ancien directeur général de la santé, et il a orchestré le plan Alzheimer à la demande du président de la République, un plan absolument critique, parce que c'est une maladie qui préoccupe énormément les acteurs de la santé publique, parce que si elle n'est pas gérée, elle risque de porter un coût social et un disease burden qui va être extraordinaire. Il a donc aussi participé à certains de nos cours, et donc c'est vraiment une synthèse qu'il va nous amener autour de ce que j'avais demandé à chaque participant de faire, de non seulement parler de généralité, mais aussi parler de cas spécifiques pour justement illustrer sur le terrain comment ces généralités se transforment. Et vous avez entendu un peu de ça, c'est-à-dire mélanger et la pratique synthétique et la pratique pragmatique, si vous voulez, de l'approche de l'innovation à laquelle moi je crois. Avec ça, Joël, s'il te plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci, mon cher Elias, de m'avoir invité à participer à cette dernière partie du programme d'enseignement dont j'ai beaucoup bénéficié. Je considère que j'ai eu la chance, pendant les derniers mois, de suivre des cours qui étaient faits avec beaucoup de clarté, beaucoup de perspicacité. Et vous l'avez peut-être remarqué ce matin aussi, et ça m'avait frappé, avec beaucoup de gentillesse dans la discussion, avec une grande capacité d'écoute des gens qui posent les questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est très facile de faire quelque chose qui est simplement des travaux pratiques. Nous allons faire ensemble des travaux pratiques. Nous allons partir de 2 conférences qui ont été données par Elias le 7 et le 9 mars. La première conférence était Recherche et médecine translationnelle, quelle stratégie? Et l'autre conférence, c'était les stratégies de gouvernance. Donc pour cela, nous repartons de la définition qu'Elias avait proposée de la gouvernance. C'est la formalisation des procédés par lesquels une entreprise est dirigée. Le système de partage du pouvoir et de l'autorité entre les participants d'un écosystème, les méthodes de sélection et d'attribution des ressources humaines et physiques qui font atteindre un objectif sociétal, institutionnel ou entrepreneurial. Telle est la définition qui nous est proposée. Et nous allons voir comment l'appliquer à la politique de santé publique, au plan de santé publique et à la recherche. Et l'exemple, c'est le plan Alzheimer 2008-2012 qui a été préparé et conçu à la fin de l'année 2007, ce qui fait une transition aussi avec le parcours de Elias dans sa propre vie, avec ce très beau parcours que vous connaissez et qui lui avait permis d'avoir cette vision que peut donner le NIH quand on en est le responsable principal pendant plusieurs années. Alors, la gouvernance de la santé publique, qui fait les choix? Et en France, on a plusieurs possibilités. Et je ne me prononce sur rien, je raconte, vous choisissez. On peut imaginer que de haut en bas, il y a des choix présidentiels, et c'est ce qui s'est passé au cours des dernières années, où le président élu, par la majorité des Français, décide de faire un effort particulier sur des cibles qu'il détermine, cancer, le handicap, la violence routière, c'était le programme du président Chirac, 2007, la maladie d'Alzheimer, le cancer, qui ont été proposés pour donner des impulsions dans ces directions-là par le président Sarkozy.
On pourrait aussi penser qu'il y a une construction progressive des choix en santé publique qui se fait par l'utilisation appropriée des instances qui, en France, ont la caractéristique d'être dispersées. La Direction générale de la santé, le Haut Conseil de santé publique fondé en 1992, la Conférence nationale de santé 1996, les conférences régionales de santé 1994, la Haute Autorité de santé 2004 et des lois, la loi de santé publique de 2004 avec, dit-on, 104 objectifs. Donc un système où on a quelques peines à savoir exactement comment se fait l'organisation, le choix. On peut imaginer que lorsque le choix est fait par le président, on inclut la politique de santé publique dans le programme présidentiel, ce qui serait mon souhait, mais jusqu'à présent, les choses n'ont pas encore été jusqu'à ce point. Et puis on fait d'une politique aussi trop souvent par des réactions à des événements, les accidents de sécurité sanitaire, des pressions catégorielles, des événements médiatisés. Alors, comment définir une priorité de santé? Est-ce qu'il y a des critères? Eh bien, oui, il y a des critères de choix d'une priorité de santé, et à travers la maladie d'Alzheimer, qui justifie le choix qui avait été fait par le président, on va retrouver ces critères. Un nombre, le grand nombre de personnes concernées. Quand on fait les calculs, un grand nombre d'années de vie perdues, non seulement en chiffres absolus, qui comptent en fait peu ici, mais surtout en années de vie perdues par manque de qualité de la vie pendant la durée d'une maladie chronique, qui est la maladie d'Alzheimer, qui touche 2 personnes, le malade et sa famille et son aidant. Une charge affective très forte pour l'entourage, une demande de la société, dans l'avenir une prévalence qui va forcément augmenter, sauf si on réussissait à diminuer l'incidence, ce qui est un des problèmes de recherche, et puis une complexité énorme de la prise en charge qui n'est pas seulement médicale, mais qui est sociale, avec des coûts très élevés. Donc sa priorité en termes absolus ne se discute pas. En relatif, comment choisir, sur quelle base choisir, comment la nation entend-elle le mot priorité? Est-ce que les gens n'entendent pas qu'ils sont exclus de ce qui est important? C'est un véritable problème lorsqu'on utilise ce mot priorité. Une autre caractéristique de la maladie d'Alzheimer qui justifie des réactions rapides, c'est que l'on peut, à travers la démographie, deviner ce qui va se passer. On voit donc qu'entre 2000 et 2040, les personnes qui sont les plus handicapées, caractérisées par ce qu'on appelle en France sur une grille AGIR, le GIR de 1 à 4, ce nombre de personnes, de 100% actuellement, va monter jusqu'à de 40 à 45% dans un intervalle de temps qui est relativement bref. Et en même temps, la société va se transformer, c'est-à-dire que la force de travail qui est faite par les gens d'un certain âge va arriver à un plateau et même possiblement à des diminutions d'activité. Ce qui fait que d'un côté, on aura une charge à porter qui sera de plus en plus lourde, et d'autre part, la force d'aide et la force de soins sera en plateau, voire même diminuera. Donc il y a urgence à s'occuper des choses qui peuvent survenir entre 2020 et 2040. Le concept à développer dans un plan de santé publique, il y en a plusieurs concepts. Celui du plan Alzheimer, il est très simple. Il va de votre gauche à votre droite. Vous suivez le parcours d'une personne malade accompagnée des personnes de sa famille qui sont en charge de l'aider. Et à toutes les étapes des rencontres successives que fera la personne malade, on rencontre des partenaires, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, une organisation énorme à faire pour prendre en charge les différents domaines de la santé qui sont touchés par la maladie et qui sont variables d'une personne à l'autre et variables avec le temps. Et autour de cela, il faut créer des systèmes d'aide à domicile et hors domicile qui sont des structures complexes dont l'organisation est un point absolument crucial. Et ceci s'appuie sur une réflexion où, simultanément à cette mise en ordre des choses et à l'utilisation optimale des ressources, on essaye de faire à chaque fois des recherches pour comprendre les mécanismes de la maladie et recherches pour évaluer. Et quand on dit que le plan Alzheimer est fait de 44 mesures, oui, il y a 44 mesures, mais elles ne sont pas tirées au hasard, elles correspondent à une pensée qui est centrée sur le malade. Le plan Alzheimer est centré sur la personne malade. Quelles sont les bases de la gouvernance du plan Alzheimer? Quels sont les choix qui ont été faits? 1. Plus d'organisation. 2. Plus de formation. 3. Plus de recherche. Plus d'organisation, je prends juste un exemple. Le traitement de l'image, le traitement informatisé de l'image, la qualité du recueil des images du cerveau, leur traitement automatisé,
il est prévu, dans le cadre de la Fondation de coopération scientifique, de créer ce centre qui a été fait avec messieurs Le Hérissi et Mangin. Le conseil méthodologique est un autre exemple des structures qui peuvent collaborer et aider à la recherche. Plus de formation, les nouveaux métiers qui vont être nécessaires, il faut essayer de les imaginer et de donner les formations appropriées. Il faut faire venir davantage de personnes jeunes dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, ce que Elias a souligné plusieurs fois et encore ce matin. Donc l'importance de la formation des jeunes pour une maladie qui touche les personnes âgées est absolument cruciale. Et puis, il faut bien sûr développer des fonds de recherche. Et il n'y a pas de recherche sans dégager des ressources, mais surtout, il faut utiliser les ressources au mieux. Et c'est la raison pour laquelle a été créée une fondation de coopération scientifique qui est nichée à l'intérieur de l'Institut des sciences de l'INSERM, dirigé par M. Brice. Et cette fondation est dirigée par Philippe Amouyel et met dans son conseil d'administration des industriels et des institutionnels. Et puis, fondamental sur cette question, plus de réflexion éthique. Quels sont les choix de la personne malade dans cette maladie? Avons-nous un devoir de recherche? Oui. Avons-nous un droit à la recherche? Oui. Et la partie éthique du plan Alzheimer a été développée par la création d'un centre national d'éthique qui associe Paris et Marseille et par des réunions régionales au nombre de 4 pendant la durée du plan. Quelles sont les missions d'une fondation de coopération scientifique? Ce n'est pas simplement de faire rencontrer privé et public et avoir un petit peu plus d'argent en plus. Le rôle, c'est d'être le cerveau de la maladie, d'animer le tissu de recherche médicale et scientifique, de renforcer la masse critique des chercheurs, d'impulser des initiatives de recherche, de soutenir des projets, de mettre en place des actions structurantes, de favoriser, comme je vous l'ai dit, les collaborations entre le public et le privé, et de participer à un mouvement international absolument extraordinaire. Et il ne faut pas perdre de vue que, d'une part, les États-Unis, en 2004, ont lancé ADNI, l'initiative pour la maladie d'Alzheimer, qui associait à la fois les institutions, les associations de patients et le secteur privé, 2004, qui donne actuellement des résultats extrêmement intéressants. Et d'autre part, le président Sarkozy a lancé une recherche au niveau européen qui fait qu'actuellement, il existe des plans Alzheimer en Angleterre, en Allemagne, dans d'autres pays, et l'objectif est de joindre les forces de tout le monde. Ce n'est pas tellement de croire qu'on est les premiers ou les derniers, le problème c'est d'apporter les forces que l'on est capable de donner à la communauté. Et vous voyez, ce conseil qui est dirigé dans le cadre du Joint Programming qui a été demandé par la ministre du ministère de la Recherche, Mme Pécresse, cet effort européen est coordonné par Philippe Amouyel, et vous voyez qu'il implique la recherche de base, la recherche clinique et la recherche sociale, et que l'ensemble des pays y sont représentés par les meilleures des personnes connues dans les différents domaines de cette initiative. Donc vous voyez que le système n'est pas un système français, c'est un système de collaboration européenne où chacun des États concernés qui sont engagés, 23, va verser une certaine somme pour favoriser les recherches dans les 3 domaines qui sont sur cette diapositive. Alors un plan, c'est l'autre problème de la gouvernance d'un plan, c'est comment on fait. Donc les personnes qui peuvent être engagées dans un plan sont extraordinairement nombreuses. Et en théorie, il faudrait trouver l'appui des conseillers techniques, du président de la République, du Premier ministre, des différents ministres, l'appui des directions d'administration centrale, des représentants des agences régionales de santé, l'appui des agences, je vous laisse apprendre par cœur les sigles, si vous pouvez, moi j'y suis pas arrivé, la Fondation Plan Alzheimer, la Haute Autorité de Santé, les autres partenaires, enfin bref, un nombre de gens tout à fait extraordinaire, 44 mesures et pratiquement autant de partenaires. Le comité de suivi, qui a pour but de regarder les efforts, réunit tous les gens du comité de pilotage que Mme Lussmann réunit tous les mois. Donc le comité de pilotage se réunit tous les mois avec les représentants de toutes les administrations ou agences qui ont été présentées tout à l'heure. Et le comité de suivi associe des gens de l'extérieur, l'Assemblée des départements de France, l'Association France Alzheimer, le collectif Alzheimer, des caisses de retraite, des unions professionnelles, qui tous les 3 mois regardent l'avancement du plan. Et aujourd'hui, entre 2008 et 2011, il y a eu 31 réunions du comité de pilotage avec les 30 personnes qui sont autour, sous la direction de Mme Florence Lussmann. Et puis les comités de suivi ont eu lieu périodiquement.
Et comme il s'y était engagé, le président de la République a reçu le comité de suivi, les représentants du comité de pilotage et du conseil d'administration de la Fondation de coopération scientifique, M. Lagayette, dans l'intervalle de temps qui avait été prévu, c'est-à-dire 2 fois par an. Donc, conclusion sur cette approche d'une gouvernance un petit peu différente de ce qui est fait habituellement en France, c'est que pour des priorités de santé publique pluriannuelles, soigneusement choisies, selon un processus scientifique, fondé sur des preuves et démocratique, demandé ou accepté par la population, qui ne soit ni le résultat du lobbyisme, ni celui du hasard, des actions interministérielles appropriées peuvent être menées selon un certain calendrier, avec des objectifs, avec des indicateurs, grâce à une gestion de projet soigneusement conduite et culturellement acceptée par les hiérarchies traditionnelles. Puisque dans la gestion de projet, au lieu de répondre directement aux supérieurs hiérarchiques, pendant une certaine période de temps, vous êtes détaché sur le projet, et ce double rapport est une habitude qui n'existe pas dans des administrations très structurées. Et donc ceci est faisable, mais avec beaucoup de difficultés. Donc pour vous permettre de préparer la deuxième partie de cet exposé qui va concerner la deuxième conférence d'Elias, je vous rappelle ce cartoon qui avait été fait au tout début de l'annonce du plan Alzheimer et qui m'avait fait beaucoup sourire. Et je vais me permettre de vous signaler qu'au pied du lit est apparu entre-temps un livre vert et blanc qui s'appelle « Médecine de la mémoire et médecine de médecin et mémoire de médecin » que j'ai essayé d'écrire pour appuyer le plan. Et ce livre est fait pour aider financièrement la Fondation Alzheimer, la Fondation de coopération scientifique. Mais en 500 pages, vous y trouverez un certain nombre de réponses un peu humoristiques, je l'espère, à la manière de ce cartoon, sur le système de soins français. Et vous apprendrez peut-être aussi, en plus en détail, ce qu'est le plan Alzheimer et la maladie d'Alzheimer. Donc je me suis permis de vous faire reposer entre les 2 conférences de M. Zerouni par cette petite sortie. La deuxième conférence sur laquelle je souhaiterais discuter avec vous l'application des concepts de Elias à la maladie, c'est bien sûr la recherche translationnelle. Donc, le problème posé par Elias a été posé de la façon suivante. Malgré des avancées scientifiques majeures, apparemment, le nombre de médicaments ou de tests diagnostiques qui sortent n'est pas proportionnel à l'intensité de l'effort et à l'amplitude des possibilités disponibles. Et le graphique qu'il avait choisi de montrer l'illustre parfaitement bien. Les dépenses de santé, dépenses de recherche et développement ont augmenté massivement, alors que le nombre de produits enregistrés a diminué. Je mettrai une petite touche de frein sur un petit frein sur l'ensemble de la présentation pour dire que sur les biotechnologies, dans la montée des biotechnologies et dans les accords qui ont été faits entre universités et industries de biothérapie, on peut être peut-être plus optimiste que ce qui concerne les médicaments classiques. Mais la question est posée ainsi, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer pour comprendre pourquoi on dépense de plus en plus d'argent et pourquoi on trouve de moins en moins de molécules innovantes. Donc le concept de la recherche translationnelle essaye d'établir un continuum depuis le laboratoire jusqu'à la population, et on peut distinguer différentes étapes. Elias avait schématisé T1, T2, T3, T4, mais je crois que sa pensée est en part de souligner à quel point les coupures culturelles qui existent entre les différents milieux impliqués dans la recherche doivent être brisées, et c'est la raison pour laquelle, au lieu de cette recherche très longitudinale, on essaye de mettre des ponts entre les 3 ou 4 partenaires qui sont susceptibles de contribuer à l'innovation. Voici donc la partie théorique, résumée, de l'exposé de Elias, que maintenant nous allons essayer d'appliquer à la maladie d'Alzheimer, qui s'y prête parfaitement bien. Donc il y a en fait 2 manières de se retourner vers le malade, qui est le guide du plan. D'une part, on part d'une recherche biologique pure, de protéines, de génétique, à partir de modèles animaux et de lignées cellulaires, et le premier problème qu'on a est le passage des données animales aux données à l'homme. Et puis, on peut aussi partir de la population et partir des études de cohorte qu'on a mentionnées ce matin, de toutes les études observationnelles qui lancent des pistes et qui peuvent aboutir, elles aussi, par un point de départ différent, à la recherche clinique.
et la recherche clinique, avec en particulier une approche nouvelle qui est celle des preuves de concept, l'utilisation des biomarqueurs, l'introduction précoce de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie ensemble, la capacité à faire des courbes dose-réponse qui soient réelles, à la fois sur l'efficacité clinique et sur les effets secondaires. Et le nombre de produits en attente, la file d'attente est très grande. Vous verrez, j'ai sélectionné les plantes qui viennent de l'Inde, de la Chine, d'un peu partout, avec l'espoir de refaire ce qu'on avait fait avec l'IF, le Taxol, le Taxotere pour le cancer du sein. Donc c'est une voie de recherche importante, extrêmement difficile et lointaine, mais importante. On peut partir aussi des études de nutrition en population. Là, je regarde et je vois toujours apparaître les vitamines, la vitamine E, qui est vraiment le bel exemple de tout ce que les cardiovasculaires et le cancer ont espéré avoir et qui, sur le même mode de raisonnement général des antioxydants, est encore discuté au même titre que certains autres des composés qui sont marqués ici. Et puis, le nombre de médicaments annoncés a été extrêmement grand, mais le nombre de médicaments découverts a été extrêmement faible. Et en particulier, ce que je vous cible ici, tamiprosate, rosiglitazone, dimébon anti-inflammatoire non stéroïdien, dont le flirbuprofène, sont des échecs. Donc, pour comprendre, dire qu'on fait de la médecine translationnelle est bien, mais il faut comprendre quand ça ne marche pas. Alors, pour vous rassurer, j'ai choisi d'analyser ce qui ne marche pas, mais je peux vous dire que dans les années qui viennent, le nombre d'espoirs tangibles, en particulier sur l'utilisation de vaccins ou d'anticorps monoclonaux dans le traitement de la maladie, d'inhibiteurs enzymatiques, là, le travail est intense et le monde entier a accéléré la recherche là-dessus. Donc je ne voudrais pas qu'une analyse des erreurs du passé, qui a pour but de prévoir l'avenir, aboutisse à un sentiment de déception. Ce n'est pas le cas. Il faut garder espoir. Les anti-inflammatoires est le thème que j'ai choisi pour essayer de voir comment et pourquoi la médecine translationnelle peut échouer. Le point de départ du flurbiprofène, des flurbiprofènes, est l'épidémiologie d'observation. Les gens qui ont pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans leur vie feraient moins souvent des maladies d'Alzheimer. Les observations expérimentales ont été publiées à partir de 2001 dans les meilleurs journaux. Puis, il y a eu des essais thérapeutiques contrôlés qui ont annoncé de grands espoirs au milieu de la phase 2 et qui ont disparu en cours de phase 3. Et au milieu de tout cela, et de manière non négligeable, puisqu'elle pose un problème d'espoir déçu pour les malades, c'est la communication boursière autour des résultats. Et cette communication autour des gains potentiels à venir n'est pas négligeable, puisque c'est elle qui attire les fonds nécessaires pour continuer. Mais il faut aussi qu'à un certain moment, tout le monde ait confiance. Et s'il y a trop d'échecs, à un moment, la confiance disparaît. Donc voilà les techniques qui sont utilisées ici. Vous voyez le joint qu'il y a entre les études de population sur des cohortes, la statistique avec les forest plots des méta-analyses, qui concluent, que ce soit par des études de cohortes ou par des études cas témoins, que très probablement les gens qui ont pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens ont moins de chances de développer une maladie d'Alzheimer après. D'abord, il y a d'autres études et d'autres méta-analyses qui ne vont pas conclure pareil, mais cette base stimule les gens sur les anti-inflammatoires. Et puis, simultanément, 2001-2004, les documents existent selon les techniques les plus importantes et les meilleures qui concernent l'Alzheimer, c'est-à-dire d'un côté, utiliser des animaux transgéniques, des souris qui expriment les protéines anormales de la cascade amyloïde telles qu'on les trouve dans les maladies génétiques, et donc on crée des animaux qui surexpriment la protéine amyloïde et les protéines Abeta142. On peut les étudier en les mesurant dans le cerveau, à votre gauche, ou en développant des lignées cellulaires qui existent et qui vont montrer que la production de la substance supposée toxique, la bêta-42, est diminuée dans les deux systèmes. J'ai pris deux exemples, il y a d'autres publications. D'une part, les animaux transgéniques, d'autre part, les cultures cellulaires. So far, so good. On a l'épidémiologie, et on a le produit. On a le produit, probablement parce qu'il peut être protégé, c'est aussi un des progrès de la chimie, la séparation des énantiomères avec les dextro-isomères du flurbiprofène qui offre une possibilité par rapport à ce qui était disponible jusqu'à ce jour. À partir de l'ensemble des données, on peut vous expliquer à quel point l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens va marcher.
puisque le nombre de cibles, on peut les repérer parfaitement bien, les études existent, la cyclooxygénase 2, l'activation de l'enzyme BASE qui permet le début de la production de la bêta-42, et puis une influence sur l'autre enzyme, la gamma-sécrétase, qui apparaît peu à peu dans les journaux sous le terme de modulateur de la gamma-sécrétase, ce qui, pour quelqu'un intéressé par l'enzymologie, le mot modulateur est toujours difficile à comprendre. Et à partir de ce moment-là, on se demande si la présentation du médicament n'est pas influencée dès maintenant pour le rendre très attrayant. Mais on ne le sait pas, les documents scientifiques existent. Le substrat de la gamma-sécrétase est modifié en présence de fluorbiprophène, et on a donc une explication logique. Et non seulement on en a une, mais on a au moins 3 ou 4. Enfin, dans les meilleurs journaux, 2008, apparaît dans le Lancet Neurology une analyse qui permet de conclure à la fin de la phase 2 que le produit doit être efficace, mais le résultat global de la phase 2 est négatif, et c'est une analyse en sous-groupe qui est faite dans une prolongation de l'étude qui suggère que la dose forte de fluorbiprophène est susceptible d'avoir un effet sur les outils de mesure imparfaits dont nous disposons, essentiellement sur cette diapositive. Je pense que c'est la DASCOG ou l'IADL. Le nombre d'échelles est très grand, mais disons, on réanalyse les datas et on décide qu'il y a certainement un effet. Donc, on fait une phase 3, 1900 malades. Ceci s'est produit pour les autres. Les coûts des phases 3 que je vous ai montré, le plus élevé aura été de 400 millions d'euros pour la rosiglitazone. Et à la fin de cette étude où le nombre de sujets inclus est correct, où la méthodologie est correcte, on demande aux statisticiens de nous confirmer ce que visuellement nous voyons, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet du fluorbiprophène. Alors, qu'est-ce qui se passe? On reprend le raisonnement. Et dans chacune des étapes de ce raisonnement-là, il y a des points sur lesquels on peut gagner. La première chose sur laquelle on peut gagner, c'est la validité externe des modèles. Et là, ça demande une réflexion. On ne manque pas de modèles pour le cancer, on ne manque pas de modèles pour l'Alzheimer, je dirais même qu'on en a trop. Et la question est de savoir si ce modèle, qui est schématique de l'homme en particulier, grâce à l'introduction de techniques extrêmement utiles comme le knockout, comme la transgénèse, est-ce que ça reproduit ce qui se passe chez l'homme ou pas? Est-ce que le modèle est valable? Mais ça, on ne peut pas grand-chose. Mais est-ce que le travail est bien fait? Là, on peut faire quelque chose. Et vous verrez dans la littérature des 2 dernières années à quel point la méthodologie des études expérimentales demande à être mise au niveau de la méthodologie des essais cliniques. Bien sûr, quand on a dit aux médecins cliniciens dans les années 80 qu'ils ne travaillaient pas bien et qu'éventuellement ils fraudaient, c'était très difficile à supporter. C'est aussi difficile à supporter pour les personnes qui font de la culture cellulaire ou qui font des animaux, mais la littérature actuellement s'oriente vers une augmentation de la qualité des études dans le pouvoir statistique, dans les tirages au sort, dans l'évaluation aveugle des résultats, donc une possibilité de progrès énorme. La deuxième chose maintenant, les études d'observation. Eh bien, l'erreur la plus fréquente est de confondre association et causalité, d'une part, d'autre part, de ne pas prendre en compte le nombre de facteurs de confusion absolument extraordinaires. Et les 2 articles que je vous cite là sont tout à fait intéressants à relire. Quand l'épidémiologie rencontre ses limites, où la recherche de nouveaux facteurs de risque, c'est une thérapie d'occupation pour les épidémiologistes. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous ouvrez vos journaux, tous les jours, vous allez avoir un rapport de cote, un odds ratio, annonçant qu'à raison de 1,2, il y a une association qui est certainement très intéressante. Et de temps en temps, cette association vous fait frémir parce qu'elle vous fait peur, de temps en temps, elle vous donne de l'espoir, mais il y a une réflexion en profondeur sur la signification des études épidémiologiques. Et puis, sur la clinique, il y a des consortiums qui ont été faits, qui ont un certain nombre de règles, et on peut même s'étonner que dans les journaux actuellement, alors que les règles existent, on voit encore les articles apparaître, puisque ce que je vous cite est un ensemble de travaux de 2008-2011. Puis de temps en temps, dans la flèche du haut, il y a ce péché tout à fait extraordinaire qui consiste à passer soit de l'animal à la population, soit de la population à l'animal, en court-circuitant l'individu, et à ce moment-là, le sommet de ce qu'on peut observer apparaît. Le meilleur exemple que j'ai à ma disposition est l'administration de Sauvigny-Cabernet aux souris transgéniques, où l'on nous annonce bien sûr que le résultat est positif, puisque par ailleurs on ne publie que les résultats positifs et que les résultats négatifs ne sont pas publiés, ce qui conduit encore à un biais supplémentaire de l'information. Et puis,
Et là, c'est très ancien, c'est une diapositive qui avait été faite à propos de Joshua Boger, qui était un chercheur qui a quitté Merck Sharp-Edom en 1983. Et au moment où il a créé sa compagnie, il a fait venir un journaliste qui a décrit la naissance de la compagnie dans un livre extrêmement intéressant, de La molécule à $1 billion, et qui explique comment la majorité des articles de la recherche sur l'animal transgénique commencent par rappeler qu'il y aura 35 millions de personnes atteintes d'Alzheimer dans le monde et que le poids de la maladie est tel qu'on a senti indispensable de faire des études sur un animal transgénique. Le lien entre les deux étant, bien évidemment, la manière de survivre à l'intérieur de l'institution et de survivre en dehors de l'institution, que ce soit publique ou privée. Et puis, pendant que se déroulent les faits scientifiques que je vous ai signalés, je vous ai indiqué à quel point la communication était importante. Et quand un résultat apparaît, et l'institution publique et l'institution privée se sentent obligées, ce qui est normal vis-à-vis des investisseurs ou vis-à-vis des autorités tutelles, de communiquer. Et donc, vous voyez la communication de 2007. Imaginez, vous avez votre maman qui a une maladie d'Alzheimer et vous lisez ça. Donc, voilà, vous vivez avec des espoirs. Et puis, le 11 juin 2008, sur les articles scientifiques, on communique encore, et en particulier sur ce concept de Selective Amyloid Lowering Agent, SALA, qui n'est pas de l'enzymologie, qui est un terme qui est attractif, les SALA. On a créé la classe, et on est le 11 juin 2008. Et puis le 6 août 2008, les résultats cliniques bien faits tombent et on dit au fond, les investisseurs devraient acheter des actions au moment de leur baisse prévisible, la compagnie repose sur sa capacité dans les tests génétiques et a reçu de Lundbeck $100 millions à défaut d'avoir reçu les 350 qui étaient prévus dans le contrat. Donc voilà la médecine translationnelle indispensable, mais les échecs qu'il y a dans toutes les étapes de la médecine translationnelle doivent être maîtrisés à la condition que le groupe, ou l'individu, mais en général le groupe, maîtrise les vocabulaires, les techniques, les statistiques dans des domaines de médecine et de biologie qui sont extrêmement différents, qui vont de l'ordre de 5 à 10 domaines différents. Et puis je vais terminer en introduisant mon ami Peter Huntig, qui est membre du conseil scientifique de la Fondation de coopération scientifique, en sélectionnant encore cette diapositive d'Elias sur les systèmes biologiques, puisque là, comme on l'a dit au tout début de la réunion, il faut croître de manière exponentielle. Ben oui, nous sommes dans l'exponentiel. Nous avons raisonné en gènes uniques et nous allons raisonner en réseau de gènes ou en réseau de protéines. Et c'est ce qui avait été développé dans le cours d'Elias qui indiquait toutes les possibilités qu'ouvrait ce mode de raisonnement. Or, ce mode de raisonnement a eu lieu. Et en particulier, grâce au travail de Philippe Amouyel, de Christophe Lambert, Jean-Christophe Lambert et de Marc Latrobe, appuyé sur les cohortes qui avaient été développées par Dartig, Alperovitch dans les années 1990 environ, il a été possible d'utiliser les techniques de pangénomique qui permettent de repérer dans la séquence du gène des polymorphismes associés de manière significative à la survenue de la démence ou de la maladie d'Alzheimer. La vérification et le rôle de l'APOE qui sort de manière absolument massive, ce qui était connu par d'autres techniques avant. Mais aujourd'hui surtout, quand vous voyez les nombres qui sont à votre gauche, vous voyez comment en étapes successives, l'ensemble des cohortes disponibles, essentiellement sous le leadership de Judy Williams à Cardiff et de Philippe Amouyel à Lille, ont réussi à se mettre ensemble par des études successives qui vont permettre d'avoir repéré environ 25, 26 polymorphismes informatifs associés à la maladie d'Alzheimer par la mise en commun de toutes ces études qui ont été faites en Allemagne, qui ont été faites aux États-Unis, qui ont été faites en Angleterre, qui ont été faites en France, ce qui nécessite d'avoir préparé tout cela à l'avance, d'avoir développé des méthodes de calcul tout à fait sophistiquées. Et à partir du premier travail qui est fait en 2009, quand on regarde la littérature entre 2009 et 2011, on voit une explosion absolument extraordinaire, puisqu'on part des études d'association avec 200 patients dans chaque groupe il y a environ 10 ans, et on va aujourd'hui sur des approches de ce type qui vont ouvrir tout d'un coup quelque chose qui n'était pas forcément attendu, mais que vous voyez là, c'est que les différents polymorphismes ne sont pas situés au niveau des mêmes gènes, mais peuvent être situés sur les mêmes systèmes biologiques. Et de cette façon-là, Philippe Amouyel, Jean-Christophe Lambert et d'autres font sortir 3 systèmes
système immunitaire, le système de la structure des membranes et des endosomes, et les lipoprotéines impliquées dans le métabolisme du cholestérol, et retrouve sur différents polymorphismes des signaux d'attaque de systèmes biologiques qui sont un mode de raisonnement totalement nouveau, totalement duplicateur, exponentiel, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'exposé de Peter Hunting que vous allez voir maintenant va vous illustrer l'extraordinaire avancée technologique qui est faite au niveau du gène, au niveau du RNA, au niveau des protéines. On vit donc dans une époque qui va changer le mode de raisonnement et qui introduit des espoirs tout à fait extraordinaires pour une maladie qui, par ailleurs, est très difficile à supporter sur le plan humain et qu'il faut comprendre aussi sur le plan social en même temps qu'on l'a fait progresser sur le plan biologique. Je vous remercie de votre attention.